Voilà, on va pouvoir se lancer. Donc bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est le jour, c'est le matin pour moi, je suis à San Francisco, mais 19 heures pour vous. Donc on fait ce webinaire dans le cadre de bien-être auto-immune. Aujourd'hui, nous avons Caroline Lepeinteur qui est avec nous. On va parler du stress et les relations avec les maladies auto-immunes. Donc le stress qui est un facteur déclencheur ou un des facteurs déclencheurs des maladies auto-immunes. On va vous apporter nos solutions, nos astuces et aussi notre témoignage de maladies et de rapport au stress avant et après. Donc, petit topo sur moi. Je parle de moi à chaque webinaire, donc je vais peut-être pas, peut-être pas rentrer trop dans les détails pour cette fois-ci. Je vais laisser un peu plus le temps à Caroline de raconter son histoire. Donc, je m'appelle Laurent Chemanda. Je suis nutrithérapeute et coach EIP. Je suis basée, comme j'ai dit, aux États-Unis, à San Francisco, là où j'ai fait mes études. Je suis spécialisée en santé intestinale, c'est mon gros dada, et les maladies auto-immunes ou les maladies chroniques ou inflammatoires, puisque tout vient des intestins, donc forcément, ces deux spécialités vont ensemble. J'utilise des outils tels que des tests fonctionnels, donc j'utilise beaucoup de prélèvements de sel pour regarder un petit peu la fonction digestive, l'état du microbiote, le profil du microbiote, s'il y a des pathogènes qui peuvent être la source du problème ou de l'inflammation et des symptômes intestinaux. J'utilise bien évidemment l'alimentation en tant que nutrithérapeute et des changements d'habitude de vie. Et je regarde aussi énormément tout ce qui est santé émotionnelle. Donc j'ai tendance à référer en dehors, mais c'est la thématique d'aujourd'hui, hein. C'est le stress, mais c'est aussi la santé émotionnelle qui est une énorme composante pour ce qui est des maladies auto-immunes et de retrouver la santé, on va dire. Donc, mon histoire de spondylarthrite. Enfin, j'ai une spondylarthrite ankylosante. J'ai été diagnostiquée en 2014 où je me suis réveillée un matin avec des douleurs abominables dans la sacro-iliaque droite. Et j'ai été vraiment prise, prise de court où je pouvais plus d'un coup, je pouvais plus aller travailler, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus marcher. J'étais vraiment en souffrance intense. Voilà, hein, on en a essayé tous les médicaments qui existaient. Même tout type d'antidouleurs, tout type d'anti-inflammatoires, la cortisone. On a fait des infiltrations de cortisone et ça marchouillait, mais pas forcément. Je retrouvais pas vraiment une vie correcte et un périmètre de marche. Au bout de, Ça a été relativement rapide pour moi, hein, parce que la durée moyenne, c'est 4 à 5 ans pour avoir un diagnostic, hein, pour une maladie auto-immune. Donc j'ai eu de la chance dans le sens où ma mère, à ce moment-là, a été diagnostiquée d'une SPA, donc d'une spondylarthrite ankylosante. Donc c'est ce qui m'a un petit peu aidée, même si mon diagnostic a été très difficile, puisque j'avais aucune lésion, vu que ça venait de commencer, en fait, la crise inflammatoire venait de commencer. Donc pas de lésion, absolument rien sur tous les tests sanguins, tout était normal, j'avais pas de marqueurs inflammatoires qui étaient hors normes. Donc c'est grâce à une scintigraphie osseuse couplée avec le HLA-B27 et la spondylarthrite de ma maman qu'on a pu me donner ce diagnostic et j'ai été mise sous anti-TNF, donc des immunosuppresseurs que j'ai suivis, que j'ai pris pendant 2 ans et demi. Là où j'ai eu une chance incroyable, c'est que ça a été très difficile sur le moment, mais j'ai dû déménager aux États-Unis pour suivre mon mari. Et donc ça faisait très très peur, hein, de partir à l'étranger sans pouvoir trop marcher. Donc j'étais vraiment coincée à la maison avec très peu de soutien. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait aux États-Unis, il y a une communauté énorme autour de maladies auto-immunes et de cette approche naturelle euh, et intégrative et fonctionnelle, parce que c'est vraiment chapeauté par la médecine fonctionnelle. Et donc, je suis tombée sur un médecin fonctionnel qui m'a suivie et qui m'a dit donnez-moi 18 mois et en 18 mois, vous serez sur pied. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de tests. On fait beaucoup de tests fonctionnels. Ça coûte très, très cher, surtout aux États-Unis. Mais pour moi, j'investissais dans mon futur parce que à ce moment-là, j'avais plus de vie. Et j'avais 24 ans, hein, soit disant passant. Et du coup, petit à petit, j'ai changé mon alimentation, j'ai pris beaucoup de différents compléments alimentaires qui étaient vraiment en fonction de mes besoins individuels.
changement d'habitude de vie et petit à petit, j'ai pu commencer à espacer mes piqûres. Je n'étais plus dépendante de Codoliprane, j'en prenais 6 par jour, avec un Dulamaline aussi, un opioïde. Donc j'étais de moins en moins dépendante de mes antidouleurs, moins en moins dépendante de mes piqûres que je pouvais espacer, jusqu'au jour où j'ai pu tout arrêter et j'avais plus du tout de douleur et plus du tout de symptômes. Et ça, c'était en juillet 2019. Voilà. En petit bonus, bon, on ne peut pas tomber enceinte quand on est sous anti-TNF, en tout cas pas celui que je prenais. Donc ça, c'était un gros élément de motivation pour moi. Je voulais être maman relativement jeune. Et, euh, et donc j'ai pu arrêter mes piqûres en juillet et je suis tombée enceinte en août. Donc ça a été vraiment très rapide. Et là, ça fait 4 ans que je suis en rémission. Et donc je suis toujours une alimentation très saine, qui est mon alimentation à moi, adaptée à mes besoins, qui est basée sur le protocole auto-immune dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Caroline, je te laisse te présenter. Ça marche. Alors, bonsoir à toutes. Je vois qu'il y a une Manon qui nous a rejoint. Donc, moi, je suis naturopathe, je suis coach, mais je suis également praticienne en EFT. C'est une technique en libération émotionnelle. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir tester, pratiquer un petit peu à la fin de ce webinaire. Donc, moi, je suis basée en France, à Albi, dans le Tarn. Et je suis également auteure du livre Mieux vivre avec une maladie inflammatoire au naturel, qui est sorti chez les éditions First en septembre 2021. Je me suis spécialisée dans les maladies auto-immunes euh, au début de mon activité parce que pour moi, ça faisait sens par rapport à mon histoire. J'ai eu une spondylarthrite ankylosante. Je dis j'ai eu parce que j'ai l'impression aujourd'hui de ne plus du tout l'avoir. Ça va faire 7 ans que je n'ai plus du tout les symptômes de la maladie. J'ai eu donc en 2012 des douleurs. En fait, c'est marrant parce que je crois que c'est en 2012, toi aussi, Laurane, que tu as commencé à avoir, ou en 2014, le diagnostic. Bref, on est un petit peu calé. 2014, ouais. Voilà. Mais moi, j'ai eu donc 2 ans d'errance médicale. Donc, 2012, je commence à avoir vraiment des douleurs au niveau pareil, des sacro-iliaques, la colonne vertébrale qui était bien inflammée. Et j'avais aussi des gros soucis au talon, des Mm. douleurs au talon. C'était très difficile, très inconfortable pour conduire d'ailleurs. J'avais des espèces de grosses crampes tellement c'était bien, bien douloureux. Et alors, moi, comment ça se manifestait, c'est que je boitais toute la journée. Et en plus, en bonus, c'est que je ne pouvais pas dormir allongée. À partir du 3 heures du matin, la nuit, je dormais assise. J'étais tout le temps à prendre des anti-inflammatoires. J'avais ma bouillotte qui était tout le temps avec moi pour me faire du bien, apaiser les douleurs. Donc, ces 2 années-là ont été très, très difficiles sur le plan émotionnel, sur le plan mental, je ne vous le cache pas. Et c'est pour ça que c'est très intéressant là, qu'on aborde le sujet du stress parce que c'est un pilier fondamental dans la gestion justement de la maladie auto-immune. Et ça a généré beaucoup de stress, ce moment d'errance médicale. Et donc en 2014, après en fait à m'avoir dit que j'étais avec un affaiblissement musculaire, que j'avais pas forcément les bonnes chaussures de running, qu'il fallait que je fasse 30 séances de kiné pour aller mieux, enfin ce genre de choses. J'ai changé de région et là j'ai changé de rhumatologue. Ce rhumatologue a pris vraiment au sérieux euh, mes symptômes et m'a fait faire une batterie d'examens. Alors, comme Laurent, je n'avais pas de lésions sur les IRM. Par contre, j'avais les marqueurs sanguins qui étaient vraiment, en tout cas, ça démontrait que j'étais vraiment inflammée. J'avais beaucoup d'inflammation et j'avais le marqueur HLA-B27 également. Donc, ce que m'a dit mon rhumatologue à ce moment-là, c'est bah voilà, dépêchez-vous, prenez le traitement, mais en même temps, il me disait que c'était assez embêtant pour ma santé parce que ça pouvait engendrer des risques de cancérisation de l'estomac, des risques
enfin, qu'on pouvait ne plus avoir d'enfants. Donc, il fallait aussi que j'en parle à mon patron de l'époque pour que je me fasse reconnaître comme travailleur handicapé. Tout ça aboutit à une prise de conscience massive. Alors, pour celles qui me connaissent peut-être à travers les réseaux sociaux, j'en parle souvent, mais avant, j'étais pas du tout tournée sur les médecines complémentaires naturelles. J'étais même à les rejeter. Mais ce diagnostic a été vraiment une grosse douche froide. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai rien à... Enfin là, il faut vraiment que je teste toutes les possibilités. J'ai lu beaucoup autour justement de ces maladies-là et je me suis lancée, j'ai été accompagnée, etc. Ça a été vraiment un changement de vie total. Et ça a quand même marché. Ça a marché, ça a pris du temps. Il a fallu un petit peu plus de 2 ans pour vraiment stabiliser, on va dire, pour que je n'ai plus du tout de crise, de poussée inflammatoire. Mais ça a été un réel cadeau. Tout ce que j'ai entrepris, ça a été assez challengeant. C'est vrai que c'est pas facile quand on change d'habitude alimentaire, d'habitude de rythme de vie. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, mais ça a payé puisque, comme je vous le dis, aujourd'hui, je n'ai plus du tout les symptômes. Donc, c'est vraiment possible, et je le vois avec les personnes que j'accompagne, c'est réellement possible d'aller mieux malgré le diagnostic d'une maladie auto-immune. Alors certes, ça va prendre peut-être plus ou moins de temps en fonction du parcours, de l'histoire de la personne, de sa charge émotionnelle, de sa charge mentale, etc. Mais c'est réellement possible à partir du moment où on apprend à mieux se connaître, à, à se connecter à qui on est vraiment, à ce que l'on a besoin, ce qui nous fait défaut, on arrive vraiment voilà, à se réaligner et à aller mieux. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je vois et ce que j'observe au travers des personnes que j'accompagne. Et c'est incroyable, hein. Des changements vraiment positifs, des améliorations. Donc, Mhm. voilà, soyez positive. Vous pouvez Voilà. vraiment améliorer votre santé. Ça demande de l'effort, mais c'est aussi un effort moindre quand on est suivi par quelqu'un qui s'y connaît et spécialisé là-dedans. Euh, et l'effort se transforme, pour moi en tout cas, l'effort s'est transformé en une forme de pouvoir. Et je me suis dit, une force. Et je me suis dit, mais en fait, je suis forte. J'ai vraiment énormément de force en moi pour réussir à implémenter ces changements et cette nouvelle manière de vivre qui est devenue ma manière de vivre classique aujourd'hui. Donc, c'est plus du tout un effort. Mais ça demande beaucoup d'efforts et de force. Et il faut l'utiliser comment on dit, comme essence pour avancer, quoi. Est-ce que tu as été chapeauté enfin, qui t'a suivi quand tu as fait ces changements de vie? Par une naturopathe. Donc oui, c'est vrai que j'ai oublié ce petit passage de ma vie. C'est à l'époque, j'étais vraiment dans un autre monde puisque je travaillais comme testeuse logicielle, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, on est bien d'accord. Et c'est par l'amélioration de mes symptômes avec en parallèle l'accompagnement avec une naturopathe et avec d'autres pratiques que je pourrais donc en tout cas je vous partagerai puisque ça touche évidemment le stress. J'ai réalisé que c'était hyper puissant la naturopathie et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me reconvertir et de me lancer en tant que naturopathe parce que j'ai vu que ça marchait sur moi, donc forcément que ça allait marcher sur les autres. Et voilà, donc Ouais. Et je trouve que pour c'est mon petit super parcours. intéressant de voir que toi, tu as été chapeauté par ce qui était de l'ordre de la naturopathie. Moi, c'était de l'ordre de la médecine fonctionnelle. Bon, il y a des choses qui s'entrelacent, hein. Il y a beaucoup de choses en commun entre la médecine fonctionnelle et la naturopathie, parce que les fondements de la médecine fonctionnelle, c'est de trouver la cause du problème. Il n'y a pas du tout de médicaments qui rentrent en jeu. C'est vraiment des Mm. réajustements. On utilise moins des plantes, mais c'est plutôt des compléments alimentaires, des enfin, de micronutrition. Mais on a toutes les deux retrouvé la santé. On a eu un parcours très similaire déjà de maladie et ensuite de rémission. Un parcours super similaire alors qu'on n'a pas forcément suivi le même chemin. Il y avait des Mhm. choses en commun, mais surtout d'un point de vue alimentaire, moi, la composante alimentaire a été énorme pour moi.
C'est ce qui a débloqué beaucoup de choses et on en avait discuté avant, mais notre parcours alimentaire n'est pas forcément le même. Où moi, j'ai vraiment suivi à la lettre le protocole auto-immune, bon, qui marche très bien, mais comme quoi, il n'y a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas qu'une seule voie Complètement. Mm. voilà, pour tout le monde. Donc, je trouve Ouais. ça intéressant de comparer nos expériences. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. On est tous différents. Et c'est pour ça que apprendre à se connaître permet vraiment d'aller vers les aliments qui vont vraiment nous faire du bien, nous ressourcer et éviter ceux qui nous font défaut. Et pour une personne, ça va être plutôt tel ou tel aliment, mais pour une autre, ça va être plutôt lui faire défaut. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'être accompagné, d'être suivi, parce que sinon, on peut vraiment tâtonner un certain temps afin de Ouais, trouver ouais. vraiment les choses qui nous font du bien. C'est ça. Bon, après, il y a des fondations hein, d'alimentation où on a tout ce qui est gluten, Mhm. céréales et produits laitiers. Ça, je pense on se met tous d'accord là-dessus, mais après, il y a des nuances, quoi. Ouais, Ok, bon, on n'est pas venu là pour parler d'alimentation. Donc, je vais vous présenter un petit peu bien-être auto-immune, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui viennent de la communauté de Caroline, qui me connaissent pas moi ou qui connaissent pas mon projet. Donc, c'est un peu mon projet annexe, hein, c'est mon projet coup de cœur, mon projet bébé, sur lequel je travaille de manière bénévolement. Mon but, c'est vraiment d'apporter un maximum d'informations et de ressources aux personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes de manière gratuite ou gratuite le plus possible. Donc c'est un site de ressources. On a des articles qui parlent de tout ce qui est en rapport avec les maladies auto-immunes, cette approche naturelle, alimentaire, alternative. On a un annuaire de coach où vous pouvez trouver des coachs qui sont certifiés AIP. Donc AIP, ça veut dire Autoimmune Protocol en anglais. En français, c'est protocole auto-immune. Donc c'est ce protocole qui a été développé par un médecin. Enfin, en réalité, il a été développé par plusieurs médecins, mais il a été finalisé et pérennisé par Dr. Sarah Ballantyne, qui est une chercheuse, enfin médecin et chercheuse canadienne, et qui s'est vraiment basée sur des centaines et des centaines d'études scientifiques pour comprendre quels étaient les éléments déclencheurs, quels étaient les choses en commun, les points communs de toutes les maladies auto-immunes. On va en parler un petit peu après. Les éléments déclencheurs et comprendre quels aliments sont en cause de ces éléments déclencheurs. Donc de l'intestin poreux, de la dérégulation immunitaire. Et donc on élimine tous ces aliments. Il y a toute une composante d'autres piliers aussi que j'ai ici d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Ça, c'est notre site Bien-être auto-immune. Donc il y a des piliers du protocole auto-immune. Donc c'est vrai que on se base pas que là-dessus. Enfin, je ne me base pas que là-dessus hein, en tant que bien-être auto-immune, mais ça fait quand même partie présente de ce site et des ressources qu'on apporte. Et donc, on a plusieurs piliers avec l'alimentation, la gestion proactive du stress, donc notamment la thématique d'aujourd'hui, le sommeil. C'était la thématique du mois dernier. Vous pouvez retrouver tous nos webinaires en replay sur le site. Le mouvement. Non, le mouvement, c'était le mois dernier et le sommeil, c'était le mois d'avant. Et la connexion à autrui, la connexion à la nature, la connexion avec soi, un pilier qui est aussi très très important. Et donc on aborde tous ces différents piliers pour apporter, pour comprendre quels outils on peut acquérir et pour vraiment apporter tous ces changements, parce que c'est pas que l'alimentation, c'est pas que la gestion du stress, c'est vraiment un tout, un 360 qui va vous permettre de rééquilibrer et de réajuster et de retrouver la santé. Donc voilà un petit peu sur le protocole auto-immune. Aujourd'hui, donc, on va parler du stress et le rapport du stress avec les maladies auto-immunes. J'aimerais vous faire une petite intro d'abord, juste pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, les éléments déclencheurs ou des maladies auto-immunes. Donc, il y a trois choses qui rentrent en jeu. Premièrement, la prédisposition génétique, qui n'est au final que responsable à hauteur de 30%. Donc c'est quand même peu quand on pense que, enfin souvent on entend parler des maladies auto-immunes qui sont des maladies génétiques et c'est vraiment notre profil génétique qui est en jeu. Absolument pas. Les gènes, ça s'appelle l'épigénétique. Les gènes peuvent être
mis en route ou mis à l'arrêt de par notre environnement. Donc, c'est tout un département, ou je ne sais pas comment on dit, scientifique qui s'appelle l'épigénétique. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a 70% de notre maladie qui est en réalité contrôlable puisqu'elle est dépendante de notre environnement. Et notre environnement, on peut plus ou moins le contrôler. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler quand on tombe malade. Il y a certains virus, certaines bactéries qui peuvent être des éléments déclencheurs des maladies auto-immunes, notamment de la mononucléose, le BV. Voilà, il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer en jeu. La Klebsiella, hein, la bactérie Klebsiella pour les spondylarthrites. Ça, on ne peut pas le contrôler. Mais après, tout ce qui est côté alimentation, on peut bien évidemment choisir ce qu'on ingère, choisir ce qu'on va manger, choisir ce qu'on va mettre sur notre peau, ce qu'on va respirer dans nos maisons, est-ce qu'on utilise des produits chimiques pour nettoyer, et notre mode de vie. Donc la gestion du stress, la connexion avec les autres, les personnes qui nous entourent, nos amis, notre famille, notre connexion avec la nature. Et tout ça. Et donc nous, aujourd'hui, et en troisième lieu, le point commun avec toutes les maladies auto-immunes, c'est un intestin poreux. Et donc nos choix alimentaires et nos choix de mode de vie vont avoir un impact direct sur cet intestin poreux. Et le stress est un des éléments déclencheurs ou est un des éléments les plus importants dans ce déclenchement de l'intestin poreux, puisqu'il a un effet sur les jonctions serrées qu'il y a entre les cellules, qui normalement sont connectées. Hein. Chaque cellule, on a une couche de cellules tout autour de notre paroi intestinale, et elles sont reliées entre elles par des jonctions serrées, qui ressemblent un petit peu à mes doigts là. Et donc, avec le stress, bon, il y a plusieurs éléments. Il y a plein d'alimentations, plein d'aliments, notamment le gluten, qui vient affecter ces jonctions serrées, qui fait qu'il y en a de moins en moins. Et donc, il y a des micro-lésions et des micro-fissures entre ces cellules qui laissent passer des choses qui ne sont pas censées passer. Et ça prend du temps à réparer. Et donc, ça, c'est le phénomène de l'intestin poreux. Et donc, nos choix de mode de vie, notre choix d'alimentation, notre état de stress va avoir un impact direct sur cet intestin poreux. Donc ça, c'était juste pour vous donner une image un petit peu plus claire par rapport au mode de vie et l'impact du mode de vie. On a trois grosses composantes, c'est le stress, le sommeil et le mouvement qui ont tous un impact sur la régulation immunitaire par plein de procédés qui sont relativement complexes, hein. Plein de procédés hormonaux, des retours nerveux, et comme ça, et donc qui ont tous un impact sur la régulation immunitaire qui est à la source du problème des maladies auto-immunes. Voilà, Caroline, je te laisse prendre la relève. Merci bien. Alors déjà, j'aimerais juste prendre un petit peu la température avec nos participantes et vous répondez dans le chat juste en bas. C'est la petite icône discuter. C'est est-ce que le stress prend une place importante de votre vie et comment il prend une place importante de votre vie? Comment il se manifeste ce stress? On va pas vous mettre l'affiche dans le chat, on va pas vous allumer votre micro sans que vous le sachiez, mais c'est vrai que ça serait chouette de savoir ça. Alors, il y a Elodie qui vient d'écrire que oui, ça prend une place importante et ça se traduit par des douleurs au dos principalement. Coucou Sophie, ancienne collègue. Trouble du sommeil, ok. Et Fred, burn-out, ok. Donc on voit que c'est vraiment important. Et Manon, problème de sommeil, agitation, parfois palpitation. Mhm. Et oui. Donc ça prend vraiment une place importante, surtout lorsque l'on vit avec une maladie inflammatoire chronique. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en temps normal, le stress, c'est une réaction mais totalement naturelle du corps qui permet de nous protéger et de nous aider à réagir dans une situation de menace ou d'urgence. Donc normalement, il est positif ce stress, tant qu'il n'y a pas trop d'éléments stressants qui vont s'enchaîner rapidement dans le temps. Mais
Euh, Normalement, ce stress, s'il est positif, vous le voyez hein, souvent physiquement, psychologiquement, ça va nous permettre de nous surpasser, de courir plus vite, de mieux réfléchir, d'avoir une meilleure circulation sanguine, une meilleure ventilation. Enfin, ça permet également d'avoir une meilleure énergie parce qu'on coupe l'énergie au niveau du système digestif. La digestion est mise de côté et toute l'énergie est focus sur l'action qu'on est en train de mener quand on est vraiment stressé. Donc, une fois qu'on a déclenché cette surstimulation de notre corps pour être vraiment réactif, bah, normalement, il est nécessaire d'avoir une phase de retour au calme. Mais, euh, bon, vous le voyez bien avec nos modes de vie actuels, on fait face à trop de stimuli un petit peu partout. Il y a trop d'éléments stressants dans un temps rapproché. Donc, on n'arrive pas à retrouver des fonctions équilibrées dans notre corps. On n'arrive pas à nous reposer, à faire le vide. Ça génère un stress chronique qui dérégule complètement l'ensemble du fonctionnement de notre corps, l'ensemble du fonctionnement de nos organes. Donc, quand on parle de stress, il s'agit de stress à la fois conscient, inconscient, euh, psychologiques, comme par exemple les stress qui sont post-traumatiques, les stress mémoriels. Ils génèrent tous une dérégulation du système nerveux et amènent un entretien de l'inflammation chronique avec pour résultat un affaiblissement du système immunitaire et, comme je vous l'ai dit, un dysfonctionnement des organes. Quand on vit une maladie auto-immune, on vit avec de l'inflammation chronique. Le stress et l'inflammation chronique sont extrêmement liés. Le stress déclenche et favorise l'inflammation et celle-ci devient elle-même un stress pour le corps puisqu'elle va le mettre en déséquilibre. Donc c'est hyper vicieux, c'est vraiment infernal. Donc, on dit d'ailleurs que les inflammations d'aujourd'hui sont les stress d'hier et que les stress d'aujourd'hui sont les inflammations de demain. Et vous le voyez bien quand en fait, c'est ce que j'ai vu là dans le chat, c'est que bah, si vous avez un stress, ça génère derrière peut-être une poussée inflammatoire, voilà, des inconforts. Où que l'on soit sur le chemin de la maladie, diagnostiqué ou bien en errance, les inconforts physiques et psychiques chroniques prennent une place importante dans nos vies. Certainement que vous devez les ressentir, mais parce que la maladie est désagréable et invasive, euh, la maladie, elle limite les actions du quotidien et crée vraiment un enfermement sur soi-même. Et du coup, il y a un mal-être psychique qui s'installe et qui s'accompagne ou accentue tous les inconforts que vous pouvez avoir, notamment comme les douleurs. Alors, personnellement, euh, je vais vous parler du stress, de mon état de stress avant d'être diagnostiquée. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai commencé à avoir des douleurs en 2012 et on m'a diagnostiqué 2 ans plus tard. Donc, j'ai été vraiment dans un tunnel d'errance médicale vraiment important. Ce... Comment ça se manifestait chez moi? Donc, le fait de ne pas savoir ce que j'avais, de ne pas mettre un nom sur la pathologie, parce que je savais très bien qu'il y avait un problème, qu'il y avait quand même un souci avec mon corps, c'était très angoissant. Et surtout qu'à l'époque, j'étais jeune. Si je me trompe pas, j'avais 23 ans. Enfin, c'était relativement jeune. Et donc, jamais j'aurais imaginé avoir à cet âge-là une maladie dite incurable. Mais bref, je n'étais pas encore diagnostiquée, donc j'étais voilà, dans les rangs, surtout que j'étais confortée par les diagnostics des personnes, des médecins que j'avais vus, comme quoi je n'avais pas forcément le bon matériel adéquat pour le running, j'étais pas assez renforcée dans certaines zones du corps au niveau des muscles. Enfin, donc, quelque part, c'était rassurant, mais en même temps, c'était angoissant parce que je voyais les limites du diagnostic, en tout cas en allopathie, et je savais qu'il y avait vraiment quelque chose. Donc, ça s'est manifesté par vraiment de la tachycardie chez moi et des crises d'angoisse.
J'avais jamais fait ça auparavant, mais ça s'est vraiment manifesté comme ça. Et, c'était vraiment un, un enfer psychique. J'étais à la fois dans le déni, mais en même temps, j'étais rongée par le fait que c'était pas normal. Donc, c'était vraiment déstabilisant. Donc, moi, ça s'est vraiment manifesté par ces crises d'angoisse et ces tachycardies. Ensuite, quand j'ai eu le diagnostic, donc en 2014, bon, d'un côté, là, on m'avait mis un nom sur ce que j'avais, mais ce qui s'est produit alors, c'est que, mais comment je vais vieillir? Comment va être mon futur? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une maladie incurable, mais je vais finir en canne, je vais finir avec une canne, avec un fauteuil roulant. Comment je vais pouvoir vivre au jour le jour? Et donc, pour le coup, là, évidemment, ça a été d'autant plus fort. J'ai été dans une fatigue chronique, j'étais dans un burn-out et les crises d'angoisse se multipliaient. Mais heureusement, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai pris conscience que je voulais pas aller sur ce chemin de je vais supporter, je vais, comment dire, euh, porter sur mon dos cette maladie et elle va prendre toute sa place en moi. Je ne serai plus la Caroline d'avant, ça va être dur. Je me suis dit, je vais profiter de cette épreuve de vie pour devenir une version, on va dire, beaucoup plus juste avec moi-même. Parce que, en fait, j'ai réalisé que la maladie, euh, m'a- grâce à la maladie, je me suis rendu compte que j'étais pas alignée avec qui j'étais vraiment, avec mes valeurs, mes besoins profonds. Donc ça a été fort et souvent vous vous en rendez compte aussi quand il y a des prises de conscience comme ça. Mais bref, le stress avait une place réellement importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est le facteur numéro un du déclenchement et de l'entretien des maladies auto-immunes. Même si vous faites euh, un changement radical de votre alimentation, que vous allez sur une alimentation anti-inflammatoire, mais que derrière, vous êtes complètement stressé, mais chroniquement, que vous n'arrivez pas à le gérer, bah, ça ne va pas servir à grand-chose, ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre alimentation. Certes, ça va permettre d'atténuer, mais vous n'allez pas pouvoir voir une réelle amélioration de votre bien-être. Donc, c'est important d'avoir cette vision d'ensemble globale quand vous voulez aller mieux, et notamment d'aller visiter le stress qui vous occupe, qui vit en vous chaque jour. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le lien exact entre le stress et les maladies auto-immunes n'est pas encore complètement compris, mais il est largement accepté que le stress peut jouer vraiment un rôle, comme je vous l'ai dit, dans le déclenchement des maladies auto-immunes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, première chose, réponse inflammatoire. Le stress chronique peut déclencher une réponse inflammatoire dans le corps et l'inflammation chronique est un facteur clé dans le développement des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, dysfonctionnement du système immunitaire. Le stress peut affaiblir le système immunitaire en perturbant l'équilibre des hormones et la production de certaines cellules immunitaires, et cela peut rendre vraiment le corps plus vulnérable aux attaques auto-immunes. Troisièmement, la barrière intestinale altérée. Laura en a parlé et c'est vraiment important de prendre conscience que c'est la clé de voûte des maladies auto-immunes, la barrière intestinale poreuse, altérée. Le stress peut endommager la barrière intestinale qui joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre du système immunitaire. Et lorsque la barrière intestinale est altérée, eh bien, des substances potentiellement nocives peuvent pénétrer dans la circulation sanguine, déclenchant alors une réponse immunitaire et en favorisant donc du coup le développement des maladies auto-immunes. Autre point, quatrième point, la modification de la réponse au stress. Les personnes atteintes de maladies auto-immunes peuvent avoir une réponse altérée au stress. Leur, Si vous vivez avec une maladie auto-immune, peut-être que votre corps peut réagir de manière excessive aux situations stressantes. Peut-être que vous le ressentez. Et du coup, il va libérer des hormones et des substances inflammatoires en réponse.
Et cette réponse exagérée, eh bien, elle peut favoriser justement les processus auto-immuns. Dernier point, les facteurs de mode de vie. Le stress peut également entraîner des comportements à risque pour la santé, tels que plusieurs agents stressants comme une alimentation déséquilibrée, très transformée, un manque de sommeil, une activité physique réduite, une augmentation de la consommation de tout ce qui est alcool, tabac, tout ce qui est caféine, une suradaptation à, on va dire, à, à notre rythme de vie, sauf que on se surpasse par rapport à notre énergie disponible, donc on va au-delà de notre euh, capital énergie du moment. Donc attention, il est vraiment important de comprendre que le stress seul ne provoque pas nécessairement une maladie auto-immune, mais ça peut être un facteur déclenchant ou contributif chez notamment surtout des personnes qui sont prédisposées génétiquement ou qui présentent d'autres facteurs de risque. Il y a aussi des facteurs importants à savoir, donc ces impacts, le stress, si chaque jour vous vivez du stress au quotidien, qu'est-ce qu'il crée ce stress? Il crée un système immunitaire affaibli. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est stressé, notre corps réagit en produisant des hormones, notamment le fameux cortisol, connu comme l'hormone du stress. Et si le stress devient chronique, ça peut entraîner une augmentation prolongée du cortisol dans notre corps. Et ça peut être vraiment néfaste parce qu'à un moment donné, nos surrénales vont être complètement KO et on va pas avoir assez de cortisol pour gérer les inflammations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol en quantité excessive, ça peut supprimer la réponse immunitaire normale de notre corps. Ça signifie que notre système immunitaire, qui est responsable de protéger notre corps contre les infections et les maladies, devient moins efficace. Et pour les personnes vivant avec une maladie auto-immune, où le système immunitaire attaque les tissus sains du corps par, on va dire, erreur, un système immunitaire affaibli peut aggraver les symptômes et les poussées de la maladie. Donc ça peut entraîner vraiment une inflammation beaucoup plus intense et des dommages supplémentaires aux tissus. Aussi, l'impact qu'a le stress au quotidien, c'est d'augmenter votre inflammation dans votre corps. Ça active la réponse inflammatoire. Ça va également déséquilibrer vos hormones. Et moi, je le vois avec les personnes que j'accompagne. Souvent, il y a des perturbations dans les cycles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones sont des messagers chimiques qui régulent vraiment de nombreuses fonctions dans notre corps. Et un déséquilibre hormonal causé par le stress peut vraiment perturber ces fonctions et avoir un impact sur toute notre santé. Parce que les hormones, elles gèrent beaucoup, beaucoup de fonctions dans notre corps. Et comme je vous l'ai dit, lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones comme le cortisol. Et le cortisol joue un rôle essentiel dans notre réponse au stress. Mais à un niveau élevé et prolongé de cortisol, ça va engendrer un déséquilibre hormonal. Donc, c'est assez négatif. Et surtout aussi, le stress chronique peut également affecter la régulation de la glycémie, provoquant des fluctuations excessives du niveau de sucre dans votre sang. Donc, certaines personnes peuvent éprouver une augmentation de la glycémie, euh, tandis que d'autres, au contraire, peuvent connaître des baisses de la glycémie. Alors, moi, ce que j'observe, c'est souvent qu'il y a vraiment des fluctuations importantes de la glycémie. Et souvent, les personnes qui vont avoir des troubles de la glycémie vont être très irritables assez vite. Il faut absolument qu'elles mangent. Euh, voilà, elles vont pas C'est un supporter stress pour le de faire corps. jeûne. Et oui, 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 Il faut le c'est rappeler, ça. le stress n'est pas que le stress qu'on va recevoir et qu'on va ressentir mentalement ou émotionnellement ou psychiquement. Il y a des stress physiques et physiologiques, dont Mhm. les problèmes de régulation de la glycémie, qui est perçu comme un stress. Il y a la sécrétion de cortisol quand on est en hyper ou en hypoglycémie, quand on a des pics Mhm. d'insuline. En fait, c'est l'insuline qui va déclencher cette sécrétion de cortisol. Donc, Ouais. faut le noter Ben, aussi. c'est ça. Et puis en plus, quand on a une maladie auto-immune, nos
surrénales qui sécrètent ce fameux cortisol sont épuisées. Donc c'est d'autant plus un stress parce que si elles sont à la recherche de carburant pour justement qu'on puisse tenir, c'est c'est un stress interne, ça c'est clair. Mhm. Donc, il y a deux autres facteurs importants. C'est peut-être que je crois que c'est Fred, je ne sais plus, qui a parlé de troubles du sommeil. Le stress, en effet, peut perturber le sommeil, ce qui peut avoir un impact négatif du coup, sur l'immunité, la santé globale. Et ça peut aggraver vos symptômes des maladies auto-immunes, en tout cas, parce que un sommeil insuffisant aggrave l'inflammation chronique. Pareil, s'il est de mauvaise qualité, même si vous dormez mais qu'il est de mauvaise qualité, si vous n'avez pas assez de sommeil profond ou de sommeil paradoxal, ça va avoir un impact. Et dernier point, ça a aussi un impact, le stress, sur le système digestif. Moi, personnellement, c'était l'enfer. Je ne pouvais pas manger grand-chose. J'avais tout de suite des ballonnements. J'avais aussi des reflux, des choses comme ça. Et quand on vit avec une maladie auto-immune, souvent c'est associé avec des troubles digestifs. Lorsque, du coup, en plus, on est stressé, notre corps il peut réagir de différentes manières, mais souvent il va affecter le système digestif. Donc, il va y avoir peut-être chez certaines personnes une augmentation de l'acidité gastrique, une perturbation de la mobilité intestinale, ce qui va provoquer peut-être chez certaines personnes de la diarrhée, de la constipation ou alterner entre les deux. Ça va également altérer la paroi intestinale. Donc, ça, on en a parlé. Et du coup, ça peut permettre, du fait de savoir cette passoire à la place des intestins, ça peut permettre à des substances indésirables de traverser la paroi intestinale et d'entrer dans la circulation sanguine, déclenchant des réactions inflammatoires et aggravant les symptômes de la maladie. Et ça peut aussi avoir comme conséquence des déséquilibres du microbiote intestinal avec ballonnement, gaz, douleur abdominale. Donc Mhm. le stress vraiment a des impacts très très forts sur chacun. Je ne sais pas si il y a des questions pour le moment. Euh, N'hésitez pas, sinon on en posez vos questions et puis on prendra vos questions pour y répondre à la fin. Ce À sera la peut-être fin, mieux. ouais. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va avoir le droit à une petite séance de FT qui est un des outils qui, moi, m'a énormément aidé pour lutter contre le stress. Et donc, on aura le droit à une petite séance gratuite de la part de Caroline. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Donc Lorraine, je te laisse du coup, si tu veux Ah poursuivre oui, sur cette... bien sûr. Oui, donc bon, on en a déjà beaucoup parlé hein, du rapport entre le stress et la santé intestinale. Je pense que, et tu en as parlé, tu as dit, toi, tu avais beaucoup de ces symptômes-là, des reflux gastriques. Ça, je pense que c'est un des symptômes les plus courants liés au stress, qui est vraiment dû au fait que on a une perte de mobilité et de motilité. Ça se dit motilité en français? Oui, oui, oui. De motilité donc du système digestif, c'est-à-dire qu'il va fonctionner et qui va faire avancer, en fait, c'est vraiment un avancement hein, de toute l'alimentation qu'on ingère, donc qui va vraiment faire avancer les choses beaucoup plus lentement, avec des mouvements beaucoup plus lents. Ça, c'est lié au nerf vague, hein. C'est vraiment le nerf vague qui est le nerf principal qui passe le long de la colonne et qui dessert tout le système nerveux, qui lui est responsable de la motilité intestinale. Et donc, quand on a une mauvaise motilité, et ben, en fait, s'ensuit tout un tas de symptômes et tout un tas de problèmes qui commencent par des reflux. Parce qu'on a une mauvaise vidange gastrique, et à partir du moment où on a une mauvaise vidange gastrique, on a des ballonnements et de l'acidité qui va remonter dans l'estomac au niveau du clapet et donc du œsophage, qui n'est pas du tout censé supporter ce genre d'acidité. Et c'est ça qui va créer en fait cette sensation de reflux gastrique. C'est pas tant qu'on a réellement de l'acidité qui remonte tout le long du œsophage, mais c'est qu'il y a un tout petit peu d'acidité qui remonte de temps en temps. Au début, on le sent pas de symptômes, jusqu'au jour où ça commence à brûler et atteindre les muqueuses. Et c'est là qu'on va avoir ces symptômes-là. Donc en réalité, c'est pas forcément même un trop plein d'acidité,
c'est souvent lié à un trop peu ou à une mauvaise vidange gastrique. Quand on a une mauvaise vidange gastrique, on a aussi une mauvaise sécrétion de tout ce qui va aider à la digestion. Donc une mauvaise sécrétion de la bile, une mauvaise sécrétion des enzymes pancréatiques, donc une mauvaise digestion. Ce qui peut engendrer d'autres symptômes tels que des diarrhées ou de la constipation. Ça va avoir un impact sur le microbiote qui va se nourrir, donc les bonnes bactéries vont se nourrir de certains aliments qui sont bien prédigérés. Quand on a des aliments qui sont pas très bien digérés, c'est ce qui va, et d'autres choses, hein, c'est ce qui va nourrir les mauvaises bactéries. Donc, quand on a aussi un trop peu d'acidité, il va y avoir enfin, on va pas avoir cette fonction désinfectante. Donc, bref, je pourrais en parler pendant des heures, hein, de tout ce qui peut mal se passer au niveau du système digestif. Mais c'est pour montrer qu'il suffit de un dérèglement au niveau d'un point de vue motilité. Ça, c'est un dérèglement qu'il peut y avoir dans le système digestif qui est lié directement au stress. Et rien que ça peut engendrer une cascade de problèmes et de symptômes. Donc, c'est vraiment, il faut revenir à la source qui est le stress. Donc, comme j'ai dit, elle augmente la perméabilité intestinale. Caroline l'a très bien expliqué. Elle diminue la motilité intestinale, comme je viens de l'expliquer. Elle diminue la production de mucus aussi. Le mucus, c'est ce qui va couvrir notre paroi intestinale, qui va protéger cette paroi de cellules épithéliales qu'on appelle. Donc, c'est les cellules, quoi. C'est comme si c'était de la peau. Et donc, on a une bonne couche de mucus qui est censée être une couche protectrice. Pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de bactéries qui vivent dedans, qui vont prédigérer certaines choses aussi, qui vont sécréter certaines vitamines, comme la vitamine K. Ça se fait au niveau du mucus des intestins. Donc, le mucus a un rôle très, très important, mais surtout de protecteur, comme si c'était un petit peu notre première barrière immunitaire. On dit toujours la barrière épithéliale, c'est enfin, on entend souvent parler de la barrière épithéliale qui est la première barrière de protection, mais c'est pas le cas. C'est vraiment le mucus et il a un rôle très, très important. Ou la muqueuse. Elle diminue la sécrétion d'IgA sécrétoire, c'est-à-dire ce sont des anticorps qu'on retrouve principalement, enfin c'est l'anticorps principal qu'on retrouve au niveau des intestins. Il faut savoir que 80% du système immunitaire se trouve autour du système digestif, puisque c'est là qu'il va y avoir la plupart des petits combats à faire au jour le jour. Et donc, le stress va diminuer ce nombre d'anticorps et donc diminuer notre armée. Ce qui fait qu'on sera moins apte à se défendre contre les pathogènes qui vont se présenter à nous. Encore pire quand on a une hyperperméabilité, elle est dure à dire celle-là, une hyperperméabilité intestinale et qu'il y a des choses qui passent par la paroi intestinale qui ne sont pas censées passer, donc qui sont encore plus, on va dire, c'est vraiment ça, c'est les big boss. C'est les gros méchants loups qui vont venir. Et donc, quand on a moins de soldats qui sont prêts et armés à se défendre face à des pathogènes comme ça devient très compliqué. Et c'est là qu'on voit une inflammation chronique, ou même pire, ça passe dans le sang. Et c'est là que ça vient créer tout un tas de dérégulations et de problèmes tout autour du système immunitaire global et pas uniquement au niveau des intestins. Le stress va inhiber la digestion, ça c'est ce que je vous expliquais par rapport au nerf vague, qui va avoir un impact sur la motilité, mais qui va aussi avoir un impact sur la sécrétion des enzymes pancréatiques et la fonction de la vésicule biliaire qui va vous permettre de digérer vos graisses. Il diminue le flux sanguin intestinal, qui est aussi très important pour apporter tous les nutriments et pour rapporter tous les nutriments, récupérer tous les nutriments qu'il faut. C'est par là aussi que on va avoir un certain nombre d'anticorps qui vont venir du système immunitaire, en plus du système lymphatique. Donc c'est très important d'avoir un flux sanguin intestinal. Et il faut savoir que cette mécanique se fait c'est bien fait, la nature est bien faite, dans le sens où quand on est dans un état de stress élevé, le corps va prioriser que le sang aille plutôt au cerveau, qui doit réfléchir. Imaginons qu'on est face à une situation bon, on va dire de stress physique. Il y a quelqu'un qui vient nous agresser, il faut vite réfléchir, il faut vite agir. Donc, on doit avoir beaucoup de sang qui vient au niveau des muscles et de la musculature pour pouvoir courir rapidement si on en a besoin. Et on a besoin d'avoir beaucoup de sang au niveau du cerveau pour vraiment nous permettre de mieux nous concentrer et de prendre des meilleures décisions. Donc forcément, tout le sang, il part des intestins pour
desservir plus le cerveau et les muscles. Ce qui est bien fait, parce qu'en réalité, quand on est dans un état de stress aigu ou court terme, c'est très intéressant et c'est très important d'avoir cette fonction-là. Mais quand on est dans un état de stress chronique qui n'est pas un état naturel, l'être humain n'est pas fait pour être dans un état de stress chronique, et ben du coup, on a moins de flux au niveau des intestins et donc ça va avoir un impact là-dessus aussi. Et donc ça, je vous l'ai dit aussi, il altère le microbiote intestinal par tout un tas de différents procédés, mais notamment par une mauvaise digestion des aliments qui passe par cette sécrétion, qui passe par ce trop peu d'acide chlorhydrique dans l'estomac, euh, et ce genre de choses. Voilà. Si j'arrive à passer à la prochaine slide, Qui est très importante. c'est très important. Voilà. Ok, ben, merci pour tu vois, avoir fait un bon focus sur l'impact du stress sur la santé intestinale. Rassurez-vous, il existe des solutions simples à mettre en place dans votre quotidien pour soutenir votre système nerveux afin justement de mieux gérer votre stress. Et ça va passer par deux actions. Première action, c'est de prendre soin de votre fameux nerf vague. C'est le nerf le plus long du corps. Il a une action anti-inflammatoire qui est dans le corps irremplaçable et il contrôle les capacités d'adaptation et de réparation du corps humain. Il va véhiculer les messages qui proviennent du cerveau et vont vers les organes en donnant des informations de fonctionnement de calme, de fonctionnement optimal. Donc, il faut en prendre soin car il joue vraiment un rôle très important dans votre bien-être. Et si vous ne parvenez pas à gérer votre stress et à libérer vos émotions, eh bien, vous allez créer un dysfonctionnement au niveau justement de ce nerf vague. Lorsque l'on a une maladie auto-immune, qu'est-ce qui se passe? Il y a une suractivation des systèmes de défense de l'organisme. C'est-à-dire que le corps est sans cesse en mode danger, ce qui est toujours en train d'essayer de se réparer, de récupérer, de maintenir l'homéostasie, c'est un équilibre optimal des fonctions du corps. Donc, dans ce cadre-là, l'activation du nerf vague va être essentielle parce que, puisqu'il stimule en fait le système nerveux parasympathique qui régule justement cet état d'équilibre dans le corps qu'on appelle l'homéostasie. Ça favorise le repos, la digestion, l'alcalinité dans le corps, contrairement à l'acidité, et ça provoque aussi de la détente musculaire. Donc ça, c'est le premier pilier, en tout cas important pour mieux gérer son stress, c'est prendre soin de son nerf vague. Donc on va voir évidemment comment prendre soin de son nerf vague. Deuxième action, c'est chouchouter ces fameuses glandes surrénales. Les glandes surrénales, en médecine chinoise, on les appelle les piles, les batteries énergétiques. C'est des petits chapeaux qui sont situés au-dessus de vos reins. C'est des glandes qui sont essentielles au bon fonctionnement de votre santé, de votre équilibre hormonal et aussi de la régulation de votre énergie. Elles sont vraiment hyper importantes. C'est un mécanisme de défense face au stress et elles jouent vraiment un grand rôle au niveau hormonal parce qu'elles vont synthétiser et libérer des hormones comme je vous en ai parlé, telles que le cortisol, mais aussi de l'adrénaline. Et elles permettent de réguler aussi le fameux, la glycémie, hein, le taux de sucre et aussi le taux de sodium dans le sang, d'augmenter l'hypertension artérielle ainsi que la glycémie en cas de stress. Chez la plupart des personnes qui souffrent d'une inflammation chronique, comme je vous l'ai dit, il y a une fatigue surrénalienne importante et donc un épuisement chronique qui est là, puisqu'elles n'arrivent plus à répondre aux besoins du corps pour synthétiser l'hormone anti-inflammatoire, donc le cortisol. Donc en raison de cette sursollicitation, il est vraiment important d'en prendre soin. On va voir ça. Next. Pardon. Je veux juste préciser, Oui, on va devoir dépasser un petit peu l'heure, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que vous pouvez tous rester avec nous. Si vous ne pouvez pas, il y aura un replay qui sera envoyé par mail, donc pas de souci. Mais je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour pouvoir faire cette petite séance live de FT.
Donc, comment on peut prendre soin simplement de son nerf vague au quotidien? Le fait de stimuler naturellement son nerf vague au quotidien, ça va vous permettre d'évacuer votre stress et votre anxiété. Chose qui est relativement simple, c'est de mettre du mouvement. Ça peut être des exercices légers comme la marche, le yoga, de la danse, du qigong, enfin voilà, tout type d'activité ou du jardinage, j'en sais rien, moi. Vraiment des activités qui vous mettent en mouvement et qui vous permettent vraiment du coup d'activer votre nerf vague. Autre chose, c'est de bien respirer. La respiration, elle stimule le nerf vague. Donc, plus il est positivement actif et plus vos expirations, normalement, sont profondes. Donc, plus vos expirations sont profondes et plus, du coup, votre nerf vague est actif. Donc, c'est ça, c'est intéressant à observer. La meilleure façon de respirer, c'est lorsque les poumons sont bien vidés à chaque expiration. Donc, essayez sur les jours à venir d'observer votre respiration pour justement voir si vous videz bien vos poumons. Le rire, alors ça, le rire, bah, c'est super pour le nerf vague. Moi, j'aime bien visualiser le nerf vague quand je rigole bah, en train de faire des vagues quand je rigole. Je l'imagine dans mon corps en train de wouhou. Ça, c'est voilà, ma petite visualisation. Sinon, le chant, fredonner, chanter, c'est vraiment excellent pour la santé parce que en fait, vous allez activer les muscles de votre gorge et en activant ces fameux muscles, vous allez stimuler par conséquence le nerf vague. Mhm. Aussi, il y a le fait de, je ne sais pas si vous le faites, mais se gargariser. Vous savez, quand on utilise, je ne sais pas, une solution pour faire des bains de bouche ou quand on fait des bains à l'huile de coco, des choses comme ça, bah, souvent on se gargarise, on va faire vibrer les muscles du palais et du coup, le nerf vague va s'activer. Donc ça aussi, n'hésitez pas à vous faire des bains de bouche, enfin, ou à vous gargariser simplement avec de l'eau. Ça stimule le nerf vague. Autre chose, c'est s'exposer au froid. Wim Hof a très bien compris et vous le voyez bien, je ne sais pas si vous connaissez Wim Hof, mais c'est le roi du froid. Il s'expose tout le temps au froid, il fait des bains froids. Il y a d'ailleurs des stages Wim Hof un peu partout en France. Je vous déconseille de le faire si vous êtes avec une maladie auto-immune actuellement, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez des surrénales qui sont voilà, assez épuisées. Donc, ne faites pas ça parce que ça pourrait d'autant mettre un stress au surrénal. Par contre, il y a quelque chose de très simple qui va pouvoir vous relaxer et favoriser l'activation du nerf vague, c'est de vous prendre des poches de glace et de vous le mettre vraiment à la base du cou jusqu'à votre, voilà, jusqu'au ventre, hein, jusqu'au nombril, pendant, on va dire, 10 à 15 minutes. Vous êtes allongé et ça va permettre à la fois aussi de recharger vos surrénales. Mhm. Mais vraiment, vous pouvez pratiquer cette technique quotidiennement et ça ne va pas vous créer un stress interne comme si vous vous mettiez dans un bain froid. Non, ça va justement activer doucement votre nerf vague. J'allais dire, j'ai eu des clients qui supportaient même pas la douche froide à la Ouais. fin d'une douche. Et il faut vraiment se rendre compte que il faut vraiment chouchouter son corps. Donc, il y a des choses comme ça qui sont bonnes à faire. Et j'adore ton astuce de glaçon. Mm, mm. Moi, je fais aussi juste le visage où tu peux te mettre le visage dans un gros bol d'eau froide avec quelques glaçons. Et ça fait aussi plus ou moins le taf. Mais de se lancer dans un stage Wim Hof. Alors, Wim Hof, c'est Mm. Wimhof. Il y a un F ou deux F? Un F, je Def, crois. je crois. Deux? Je sais Bon, plus, il me semble. soit Enfin un F, bref. soit deux F. Donc, vous pouvez vous renseigner parce que c'est un surhomme, il est super intéressant. Et quand vous arriverez, j'espère pour vous, un stade de votre vie et de votre maladie où vous serez assez fort ou forte et que vous aurez retrouvé une santé qui vous permettra de faire ces choses-là, allez-y et vous pouvez le faire, ça vous fera que du bien. Mais c'est vrai qu'en attendant, il faut prendre les choses doucement. Il y a Elodie qui pose la question par rapport à la cryothérapie. Ouais. Ah bah, moi j'ai une bonne expérience de ça, hein. Je me Mm. suis lancée là-dedans en plein protocole. Donc, j'étais en train de faire ce protocole avec mon médecin fonctionnel. Lui me l'a pas conseillé, mais moi, j'avais beaucoup lu dessus et je me suis dit, ouais. Et puis moi, je fais tout à 200%. Donc,
ce qui n'est pas forcément une bonne chose justement dans le cas d'une maladie comme ça. Et donc, j'écoutais pas trop mon corps. Et donc, j'ai fait pas mal de séances de cryo, hein. J'en ai fait une dizaine. Et je comprenais pas. Je ressortais de là. J'avais une sciatique abominable. C'était à une époque où j'avais quand même récupéré un périmètre de marche. Donc, je pouvais marcher peut-être 15 minutes sans trop de douleur. Et je le sais parce que le centre de cryo était à 15 minutes de métro. Donc, je marchais plus ou moins bien. Mais le retour, à chaque fois, j'étais dans un état. Et après, j'avais des sciatiques pendant 3 jours. Et donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et puis, c'est après que je me suis bon, formée hein, dans tout ça. Je n'étais pas formée à l'époque. Et j'ai trouvé que ouais, c'était pas forcément la meilleure des idées pour moi à ce moment-là et cette étape-là de ma vie et de ma guérison. Ouais, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que même par rapport à ta question, Elodie, sur le CrossFit, euh, tu as en fait un niveau d'énergie aujourd'hui qui ne te permet pas forcément d'aller sur des choses qui vont te faire sécréter beaucoup d'adrénaline. Notamment, bon, bah, tu vois, le CrossFit, ça fait du bien parce qu'en fait, tu sécrètes beaucoup d'adrénaline. C'est euphorisant, tu Mhm. sécrètes beaucoup d'adrénaline quand tu fais du saut en parachute, des choses qui vont, waouh, tu vois, te demander à te surpasser. Sauf que quand on a une maladie auto-immune, euh, il faut vraiment apprendre à déjà retrouver un certain équilibre, un certain niveau d'énergie, avoir retrouver donc des surrénales et un nerf vague à peu près fonctionnel, parce que si tu te lances là-dedans, tu vas encore plus aggraver tes symptômes, Mm. malheureusement. Il faut se Donc ça, c'est à tempériser. savoir. Voilà, c'est ça. Il faut plutôt aller sur des activités physiques qui vont être, en tout cas, plutôt Douce. douces. Voilà, parce que c'est vrai que enfin, c'est toujours lié à ce côté, je sécrète de l'adrénaline et du coup c'est inflammatoire et du coup tu entretiens l'inflammation. C'est un juste milieu. Il faut vraiment que tu apprennes à t'écouter et à voir, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné parce que Mm. ça t'évite bah voilà, de tester des choses qui pourraient du coup aggraver ton état. Mais en tout cas, la cryothérapie et puis le CrossFit, moi je te déconseille. Mm. Et on en parle dans le webinaire du mois dernier qui était sur le mouvement. On parle bah, de tout ça en fait et du choix du différents mouvements et qu'est-ce qui est bon ou pas bon à faire quand on a une maladie auto-immune active. Donc, je t'invite à aller voir ça sur le site de Bien-être auto-immune. Mais oui, je suis complètement d'accord avec Caroline. Il faut pas faire des choses qui vont épuiser encore plus le corps. Tu as Mm. déjà un épuisement, tu as déjà des carences. C'est pas pour en rajouter derrière, pour qu'au final, ça soit encore plus dur pour toi de remonter la pente derrière. Euh, Ah bah tu vois Fred, cohérence cardiaque parfait et marche afghane, ouais, c'est super. Super. Et du coup, on va voir comment chouchouter ces surrénales. Ok, donc je vous ai dit, les surrénales, c'est des petites glandes. Pour les repérer, en fait, vous prenez la toute fin de vos côtes et vous faites le tour de votre taille, vous allez dans votre dos et voilà, elles sont là, vos surrénales. Évidemment, elles ne sont pas situées au même niveau chez chacun, parce qu'on a des côtes plus ou moins longues. On est tous différents, hein. Donc, c'est intéressant. Pour chouchouter vos surrénales, déjà, très simple. Euh, Position latérale, sans distraction. Moi, je vous conseille, si vous êtes dans un épuisement chronique, de vraiment, pour permettre de restaurer les glandes surrénales, c'est un temps de 20 minutes. 20 minutes, c'est idéal pour justement récupérer un peu d'énergie. Donc, c'est comme imaginez que vous êtes un téléphone et que vous vous mettez sur votre batterie. Voilà, c'est tout simple. Mais aussi, hyper important, même si c'est difficile parce que je sais qu'on peut avoir des crises inflammatoires dans la nuit, des troubles du sommeil, mais essayez d'avoir quand même un sommeil profond, on va dire, où vous dormez entre 22 heures et 2 heures du matin. C'est la fenêtre qui est la plus, comment dire, qui ressource, en fait, qui va régénérer très vite votre corps. Si vous ne dormez pas dans cette fenêtre-là, c'est vrai que vous loupez quelque chose pour bien vous régénérer. Ensuite, ça va être de, évidemment, manger sainement parce que
en situation de stress, quel qu'il soit, l'organisme a besoin de 400 fois plus de vitamines et d'oligo-éléments. C'est énorme. Et une alimentation équilibrée, riche en aliments entiers non transformés, va permettre à votre corps de justement réguler les niveaux d'hormones comme le cortisol, l'insuline. Donc surtout, euh, faites attention à vos assiettes, évitez les dévitalisants qui sont très énergivores comme les excitants, café, thé, soda, chocolat, chocolat noir, parce que c'est riche en caféine. Et les Mhm. aliments raffinés comme donc le sucre blanc, la farine blanche, enfin, voilà, tout ce qui est bien transformé, les mauvaises graisses aussi, et les repas trop riches, trop lourds. Ça, c'est pas idéal pour votre organisme. Autre point, c'est de prendre du temps pour vous, rien que pour vous. D'être seul avec vous-même, d'aller vous prendre, je sais pas, voilà, vous prenez une petite boisson chaude en terrasse, vous allez vous lire un magazine, vous allez dessiner, cuisiner, lire un livre, prendre un bain, écouter vos playlists de musique préférées, vos podcasts, voilà, faire la sieste, prévoir vraiment un moment dans votre journée, un, un petit rituel où vous êtes seul avec vous-même, où vous pouvez vraiment vous permettre de recharger un maximum vos batteries. Parce que quand on est avec une maladie auto-immune, quand on vit avec une maladie auto-immune, le fait de fréquenter des personnes, c'est très énergivore. Déjà qu'on a peu d'énergie, euh, c'est pour ça que c'est important de vous mettre dans une bulle à un moment donné dans votre journée pour être seul avec vous et de récupérer. Et puis, ça va être de pratiquer voilà, des choses qui vous parlent, hein, mais des exercices de relaxation. Donc, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, parce que ça permet de relâcher les tensions, l'anxiété, le stress accumulé. Et chose à savoir, c'est que méditer 10 minutes par jour, simplement 10 minutes, c'est vraiment hyper efficace pour abaisser le niveau d'hormones de stress qui est le cortisol. Donc, c'est intéressant. Aussi, euh, je ne peux pas être exhaustive parce qu'en plus, il faut que ce soit individualisé, mais il y a des plantes, certaines plantes, huiles essentielles, qui ont des bienfaits anti-stress et qui permettent le lâcher-prise. Par exemple, dans les plantes anti-stress, vous avez des plantes adaptogènes comme la rhodiola ou l'ashwagandha qui sont intéressantes. Mhm. Et puis, pour les huiles essentielles, vous avez le petit grain de bigarade, l'orange douce, la lavande. En fait, ça va être à vous il faut choisir les huiles essentielles, par exemple, qui vous parlent. Il y a certaines personnes, la lavande, c'est pas possible. Elles vont plutôt aller sur le petit grain bigarade, c'est la fleur d'oranger. Mhm. Ou Voilà, ylang-ylang aussi, moi j'adore voilà, ylang. ylang-ylang. C'est vraiment, il y a des gens qui détestent ça parce que ça Ouais, leur rappelle les séances de massage et bon, bref. Mais vraiment, voilà, tester et aller vers des choses qui vous parlent. Et après, pour tout ce qui est plantes, compléments, etc., c'est de l'individualisation. Il faut mhm. vraiment vous faire accompagner pour ne pas se tromper sur le dosage, la posologie, etc. Très Aussi les important. interactions avec les médicaments que vous pouvez prendre. Donc ça, c'est aussi très important. Si je peux rajouter à ça, vu qu'on est dans cette thématique de plantes, d'huiles essentielles, il y a aussi tout ce qui est micronutrition avec des compléments alimentaires, donc de vitamines, d'oligo-éléments. Euh, c'est la même chose, hein, il faut vraiment se faire accompagner pour avoir les posologies. Rien que, on parle souvent de magnésium pour le stress, et c'est vrai, parce qu'on puise notre magnésium quand on est dans un état de stress. C'est très important aussi pour le soutien des surrénales, mais pas que. Mais il y a 7 différents types de magnésium qui vont avoir un impact différent et qui vont d'ailleurs, il y a certains types de magnésium, comme l'oxyde de magnésium, qui va être très irritant pour les intestins. Donc, il n'est pas du tout une bonne chose à prendre quand on a et des problèmes digestifs. Il va être très peu assimilable. Quand on parle de magnésium pour le stress, ça va être du citrate de magnésium ou du magnésium maltate. Mais il y a plusieurs formes en fait. Donc, c'est important vraiment de pas juste se rendre en pharmacie et de prendre n'importe quel magnésium qu'il y a sur les étagères. Pareil pour les vitamines B, il y a un complexe de vitamines B avec la B12, B1, B2, B6 qui sont très importantes pour la gestion du stress parce qu'on est carencé quand on est en stress chronique. Certains acides aminés comme la glycine. Et moi, un complément que j'utilise beaucoup, c'est de la sérine phosphorisée, ça se dit en français.
qui est un excellent soutien des glandes surrénales, mais pas que, un soutien de ce... Comment tu appelles l'axe? Je ne sais pas si c'est un nom en français, on appelle ça HPA axis, donc c'est l'hypothalamus, adrenals, donc les glandes surrénales et la glande pituaire. Tu sais, Ouais. il y a un lien, je ne sais pas si c'est un nom en français, nous, on parle beaucoup de cet axe, parce qu'il y a un feedback, il y a un loop, comment on dit? Il y a un Oui. retour, voilà, il y a un retour, en fait, il y a un cycle qui se fait entre la glande pituaire, l'hypothalamus et les glandes surrénales. Mhm. Et en fait, ce complément alimentaire vient nourrir et soutenir cet axe, surtout au niveau de l'hypothalamus, mais qui, du coup, s'ensuit d'un soutien des glandes surrénales. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi. Et je pense que de déresponsabiliser les gens aussi par rapport au stress et de pas se dire que c'est que dans votre tête, mais c'est aussi physiologique. C'est pas que quelque chose qu'il faut, non, il faut que j'arrive à le gérer dans ma tête, ok, il faut que... Alors oui, manger plus sainement, oui, prendre de temps pour ça, mais parfois c'est simplement des carences. Pas que, mais ça rentre en jeu aussi toutes ces carences nutritionnelles. Voilà, je voulais juste rajouter cette partie-là de mon côté nutrithérapeute. Oui, tu as bien raison. Alors, il y a CC qui demande le chocolat noir est mauvais. Alors, normalement, le chocolat noir a de grands bienfaits, vous avez pu voir, antioxydants, etc. Sauf que comme on est dans un contexte où les surrénales sont épuisées, quand on a une maladie auto-immune et on est souvent dans un statut d'épuisement chronique, c'est à éviter. Toutes les sources de caféine. Parce que si on en consomme, on va sécréter de l'adrénaline et c'est euphorisant ce que je disais, ça fait du bien, même quand on pratique du sport intensif, on va sécréter cette fameuse adrénaline. Donc attention, c'est juste, après, c'est pas, comment dire, un carré qui va être problématique, mais si déjà dans ta journée, tu es très stressé, que en plus tu vas boire ton café le matin et que l'après-midi tu vas te faire goûter un chocolat noir, bah c'est l'effet cumulé. Donc voilà, il faut juste en avoir conscience. Et oui, c'est ça. Moi je conseille plutôt d'aller sur du thé faible en théine ou enfin tout ce qui est Royce Boys ou bien après, c'est tout ce qui est infusion. Le thé blanc, ça peut de théine, mais c'est vrai que je préfère orienter vers du rooibos. Mhm. De rien. Alors, du coup, mais comment on gère le stress? Parce que nous sommes humaines, hein. Mm. Je te On a propose envie quand qu'on... même. Oui, Ouais, pardon. Je te propose qu'on essaye de raccourcir un petit peu cette ouais, ça marche. partie-là où on raconte notre histoire, comme ça on peut passer À au la dernier pratique, atelier. tout à fait. De Ouais. toute façon, ça va être assez rapide. Alors, personnellement, moi, comment je le gère au quotidien, j'ai des rituels. Des rituels, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que le matin, je vais me faire des exercices d'ancrage pour être au mieux avec voilà, le déroulé de ma journée. Donc, j'ai des petites techniques à moi. Et puis, je vais surtout, à un moment dans ma semaine, planifier parce que je suis quand même maman de deux petits bouts qui ont peu d'écart. Voilà, je suis à mon compte, donc je dois être assez bien organisée, que ce soit sur le plan pro et sur le plan perso. Donc c'est important pour moi d'avoir mon menu de la semaine et d'avoir mes tâches qui soient vraiment planifiées. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir ces petits rituels comme ça de planification pour pas vous perdre, notamment dans vos repas et dans vos courses, parce qu'on peut facilement s'y perdre et craquer sur des choses qui sont pas très clean. Et sinon, moi, j'aime beaucoup donc pratiquer la visualisation et la méditation. Donc, depuis quelque temps, j'ai craqué pour l'application Envol. Ah, J'adore. J'adore. C'est vraiment une très, très belle application où justement on peut faire
de très belles visualisations pour lâcher des traumas. Enfin, vraiment, il y a plein de choses géniales et surtout que la personne qui a créé cette appli a été malade. Elle était en fauteuil roulant, donc elle a connu les douleurs, elle a connu le parcours de la maladie. Et aujourd'hui, elle a plus de fauteuil roulant. Elle est sortie de ça. Elle est vraiment, c'est une belle guerrière. Vous pouvez suivre son compte, c'est Julie with Joy. Mhm. Et vraiment, c'est une belle application. Donc moi, je vous la conseille et je l'utilise vraiment au quotidien. Le matin et j'essaye le soir, avant de me coucher, de m'en faire vraiment une très courte. Si je suis en crise, parce que ça peut arriver, si vraiment il y a un événement imprévu où je suis vraiment pas bien et je vais être vraiment sous stress très fort, là pour le coup, j'ai toujours dans mon sac à main un tube de fleurs de bac Rescue Rescue. et j'ai mon huile essentielle. Donc moi j'adore l'orange douce, donc je frotte ça, je me respire ça et je pratique donc de l'EFT. C'est ce qu'on va faire. L'EFT, c'est une technique qui est connue sous le nom de technique de libération émotionnelle. C'est une méthode de gestion du stress et aussi qui permet de nous lâcher de toutes les émotions inconfortables qu'on peut vivre aujourd'hui, qui sont qui datent de trauma ou pas, hein. Et ça combine des éléments de la médecine traditionnelle chinoise, de la psychologie occidentale et de l'acupuncture. Donc, ça repose sur le principe selon lequel les émotions négatives sont causées par des perturbations dans le système énergétique du corps. Et en tapotant doucement certains points spécifiques sur le corps, tout en se concentrant sur la situation, le problème émotionnel, le niveau de stress, on va rééquilibrer les énergies perturbées. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont examiné les effets de l'EFT sur le stress et qui ont vraiment montré des résultats très positifs, très prometteurs. Et ces études ont rapporté qu'une réduction vraiment significative de l'anxiété, du stress post-traumatique, de la dépression et de d'autres symptômes liés au stress. Donc voilà, on va pouvoir juste après pratiquer ça. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu fais justement pour mieux gérer ton stress? Alors moi, il y avait le avant, pendant et après. Donc ma gestion du stress est très différente aujourd'hui qu'elle l'était quand j'étais malade. Mais juste pour un petit historique, moi c'est vrai que pareil que toi, le stress, je l'ai vraiment vu. Je me rendais pas compte sur le moment, mais depuis ma toute jeune enfance, j'avais des énormes réactions dues au stress et j'avais beaucoup de problèmes digestifs. J'avais comment on dit, des sortes de crises de diarrhée. J'avais vraiment beaucoup de diarrhée étant petite. C'était très inconfortable pour moi. C'était très gênant parce que forcément, on est à l'école, on a honte. Et puis ensuite, on arrive au lycée et puis on est avec les copains, on sort, on boit. Et puis là, on n'est pas bien et on a besoin d'aller se vider. Et ça a été très, très compliqué hein, jusqu'à ce que j'ai 23 ans. Hein, j'avais ces problèmes-là. Et c'était toujours, soit je mangeais quelque chose, mais j'arrivais jamais à comprendre ce que c'était, soit c'était un moment de stress. Par exemple, quand mes parents partaient en week-end quand j'étais petite, ils partaient tous les ans un week-end dans l'année. Et à chaque fois, j'étais malade tout le week-end, voilà, à vraiment me vider. Et c'était des gros spasmes, des très grosses douleurs. Et j'avais parfois même des moments, je me souviens quand je conduisais, j'avais 18 ans, 19 ans, je devais m'arrêter sur le bord de la route parce que j'avais un spasme qui me prenait les intestins et qui me tordait les intestins à ne pas pouvoir respirer pendant que ce spasme jusqu'à ce qu'il passe. Et ça, vraiment, je le sentais, c'était vraiment 100% lié au stress. Je faisais beaucoup de d'angoisse, donc des crises de spasmophilie, qui au début, bon, je partais à l'hôpital, ça faisait très peur. Puis au final, on se rendait compte que c'était simplement des crises de spasmophilie. Donc au bout d'un moment, je faisais ça au lycée, donc les profs, ils s'habituaient, ils me laissaient partir dans le couloir faire ma crise de spasmophilie. Je revenais un quart d'heure plus tard et ça allait mieux. J'en faisais jusqu'à parfois 4-5 par jour, dans une période voilà, de gros stress aussi. Et je me rendais pas compte qu'il y avait des solutions et qu'il y avait des choses à faire parce que j'étais pas dans ce monde-là. Et donc quand j'ai commencé à changer ma vie, de par cette maladie qui était un peu ce qui m'a poussée vraiment par-dessus on dit en français, qui m'a poussée dans le vide, quoi. Et au final, j'ai réussi à régler tous mes autres symptômes que j'avais, tous mes autres problèmes liés au stress,
grâce à cette maladie qui m'a forcée à vraiment regarder et remettre tout en question, toute ma vie tout en question. Donc évidemment, j'ai travaillé mes carences nutritionnelles que j'avais, qui m'a énormément aidée au soutien des surrénales et au soutien du stress, réguler aussi mon cycle circadien, très important. On parlait pour les surrénales d'aller se balader, prendre le temps pour soi. Mais si vous arrivez à prendre le temps pour vous dehors, au soleil, dès le matin, c'est encore mieux. Là, vous avez vraiment le max du combo pour vous aider à resituer et remettre en place ce cycle circadien, ou ce rythme circadien, on dit en français. Mhm. Et, euh, et donc, en fait, j'ai entrepris la première année où j'étais en train de retrouver la santé. Je m'étais pas du tout focalisée sur la stress. J'avais fait l'alimentation, j'avais fait mode de vie, j'avais enlevé toutes les toxines, tout ce qui pouvait voilà, me faire du mal à mon corps, à mes systèmes. Je l'avais enlevé et j'avais récupéré, on va dire, peut-être 50%. En un an, j'avais récupéré à peu près 50% de ma santé, de ma mobilité et de ma vie. Et là, j'ai déménagé à San Francisco, dans le monde des hippies. C'est un peu le stéréotype, mais c'est un peu vrai. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert tout ce monde autour de prendre soin de soi. Et déjà, c'était pas le même rythme qu'à New York, parce que j'étais à New York avant. Et là, j'ai trouvé le yoga, j'ai trouvé le Qigong, j'ai trouvé l'EFT, la respiration. Donc, j'allais dans un centre bouddhiste qui était à côté de chez moi. Et c'était un vieux monsieur indien qui donnait des cours de respiration. Et je faisais ça 2 fois par semaine, ainsi que le Qigong 1 fois par semaine. Le yoga très, très doux, parce que j'avais encore des douleurs, donc je ne pouvais pas non plus en faire trop. Et l'EFT, j'en faisais tous les jours. L'EFT, honnêtement, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment sorti de ce stress constant, de ce poids constant que j'avais sur le cœur, quoi. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est vraiment au jour le jour, on peut changer en fait notre séance de FT. Moi, à la fin, j'écoutais même plus des pré-enregistrements. Je faisais toute seule et comme ça, en fonction de la journée, en fonction de mes angoisses du jour, je me focalisais sur certaines choses et ça m'a beaucoup aidée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on s'y perd quand on a retrouvé la santé, quand on va mieux, ben, on fait moins de choses. Et donc j'en ai tellement fait pendant des années que maintenant, bon, bah, je me laisse un peu plus aller. Donc j'ai pas ce aussi beau rythme que tu as, Caroline. Mais je continue à faire de l'EFT de temps en temps. Je fais du yoga toutes les semaines, mais c'est du yoga très doux que je continue à faire. Même si j'ai pas de douleur, j'adore ce type de yoga très doux. Donc je continue à faire ça. Et par contre, la respiration, ça, je le fais notamment avant les repas pour vraiment avoir une digestion qui soit saine. Je me mets dans un état parasympathique avant mes repas. Euh, et puis après, c'est les moments de bonheur. J'essaye vraiment de trouver tous les moments de bonheur qu'il y a dans la journée pour les intégrer, les enregistrer. Et ça me nourrit aussi et ça m'apaise énormément. Bon, nous, on a des enfants, donc c'est un petit peu plus évident quand on a ces moments de bonheur avec les enfants, mais avec son conjoint, avec ses amis, voilà, c'est un petit peu tout ça. Mm. Ouais, bah, tu vois, ça me fait penser que quand j'étais encore malade, et je l'ai toujours cette application, c'est 5 Minute Journal. Et Mhm. tous les jours, je mettais, donc le matin, on nous pose la question pourquoi On est la gratitude, en reconnaissant. fait. Voilà, c'est ça. Ouais, Et on peut mettre des photos de chaque jour. Et c'était vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. La gratitude, c'est sûr que ça ouvre le cœur, l'énergie du cœur, et ça ouais, apaise, ça. Parce ouais. que c'est vraiment très, très bénéfique, le pouvoir Mhm. on le voit avec la cohérence cardiaque, la gratitude, c'est vraiment très, très, très puissant. Moi aussi, je faisais Donc, ça. je sais pas. J'ai juste un petit outil à Oui. vous donner, le livre Le Secret. Je ne sais pas si tu connais, Mm. Caroline. Ouais, j'adore. Ouais, bah, je le conseille à tout le monde parce que vraiment sur cette thématique de gratitude, de reconnaissance de la vie, moi, j'avais suivi toutes les étapes, enfin, voilà, tout le livre Le Secret. Et bon, il y a plein d'applications et tout maintenant, mais il peut beaucoup vous aider aussi Mm, là-dedans. mm. Est-ce qu'il y a des questions, Caroline? Moi, je vois pas les questions vu que j'enregistre mon écran. Ah, attends, je regarde. Ah oui, chicorée. Alors, Oui. chicorée, en magasin, oui, oui, tu peux prendre. Moi, j'aime bien la marque Yano. Voilà.
Yanoh. Et je crois qu'on a répondu à tout le reste. Voilà, oui, c'est bon. Ok. Ben, écoutez, on va partir en voyage un petit moment, enfin un petit moment, très rapidement, mais au moins ça va vous détendre pour le reste de la soirée, j'espère. Donc, pendant les prochaines minutes, on va se concentrer sur la libération émotionnelle, le soulagement du stress lié à votre maladie auto-immune qui est avec vous en ce moment. Donc, assurez-vous surtout d'être dans un endroit à peu près calme, confortable, où vous pouvez vous détendre. Les filles, vous allez commencer par prendre quelques respirations profondes pour vous centrer. Prenez une inspiration profonde par le nez. Retenez-la un instant et expirez doucement par la bouche. Et répétez ça encore 2 fois en vous concentrant sur votre respiration. Et maintenant, vous allez identifier un aspect de votre maladie qui vous cause du stress ou de l'inconfort en ce moment. Ça peut être un symptôme spécifique, une émotion associée ou tout autre aspect que vous souhaitez travailler. Vous allez évaluer l'intensité de cet aspect sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie aucun stress et 10 signifie un stress extrême. Prenez vraiment un moment pour noter mentalement l'intensité de cet aspect. Et on va commencer le tapping. Donc vous allez tapoter doucement sur le point du sommet de la tête, tout en répétant à voix haute, si vous êtes seul, s'il n'y a personne autour de vous, sinon mentalement, l'affirmation suivante. Même si je ressens ce stress lié à ma maladie auto-immune, je m'accepte profondément et complètement. Même si je ressens ce stress lié à ma maladie auto-immune, je m'accepte profondément et complètement. Vous allez poursuivre en tapotant doucement sur sur le début des sourcils. Je choisis de libérer tout le stress lié à ma maladie. Je choisis de libérer tout le stress lié à ma maladie. Coin de l'œil, je fais confiance à mon corps pour se guérir et se rétablir. Je fais confiance à mon corps pour se guérir et se rétablir. Sous l'œil, chaque jour, je renforce ma santé et mon bien-être. Chaque jour, je renforce ma santé et mon bien-être. Sous le nez, je mérite une santé vibrante et joyeuse. Je mérite une santé vibrante et joyeuse. Sous la lèvre intérieure, sur le menton, je suis en train de libérer toutes les émotions négatives liées à ma maladie. Je suis en train de libérer toutes les émotions négatives liées à ma maladie. Sur les clavicules, je me permets de me guérir en profondeur à tous les niveaux. Mon corps est un temple de santé et de vitalité. Prenez vraiment de profondes inspirations, expirations. Je me permets de guérir en profondeur à tous les niveaux. Mon corps est un temple de santé et de vitalité. Sous les selles, je suis capable de faire des choix qui soutiennent ma santé et mon bien-être. Je suis capable de faire des choix qui soutiennent ma santé et mon bien-être. Sous la poitrine, je lâche prise et je fais confiance au processus de guérison. Je lâche prise et je fais confiance au processus de guérison. Et vous lâchez. Vous reprenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et vous allez évaluer à nouveau l'intensité de votre stress ou de votre inconfort lié à cet aspect de votre maladie sur une échelle de 0 à 10. Si l'intensité a diminué, félicitations. Vous pouvez continuer justement à travailler sur d'autres aspects si vous le souhaitez. Sinon, ben,
revoyez le replay, répétez cette séquence de tapping en vous concentrant à nouveau sur l'aspect qui vous préoccupe jusqu'à ce que vous ressentiez un soulagement. J'aimerais savoir, justement, en chat, est-ce que vous pouvez noter voilà, la note du début et la note d'après la séance pour que je puisse voir un petit peu s'il y a eu une amélioration au niveau de vos ressentis. Super, Carole. Merci, Sophie. Moi, je dois dire, je ressens vraiment un avant et après le FT. Et pourtant, là, on a fait 15 cycles, parce que souvent, moi, je le fais 3 fois, tout ce Ah, cycle. génial, Fred. 8. Franchement, c'est Excuse-moi, incroyable. je te Vas-y. dis parce que tu n'as pas les commentaires. Non, Donc, j'ai pas les commentaires. je te dis, donc Carole est passée de 9 à 7, Sophie de 7 à 6, Fred de 8 à 6 et Manon de 8 à 6 avec une respiration plus fluide et Elodie de 6 à 4. Donc c'est génial, vous voyez. On a Mhm. fait une séance vraiment, volontairement je l'ai fait très courte parce qu'on a peu de temps, mais vous voyez déjà. CC dit pas spécialement de notes, mais je n'arrête pas de bâiller. Donc oui, tu vois, ton système nerveux, il relâche là. Très bien. C'est génial, c'est un bon signe. Mhm. Génial. Bah, vous voyez, c'est très simple, hein, le tapping, mais c'est génial. Et on peut Mhm. vraiment travailler sur des choses beaucoup plus précises. Là, pour le coup, il faut être accompagné, mais c'est vraiment super. Mais vous trouverez aussi des vidéos. Moi, j'aimerais beaucoup la chaîne YouTube de Brad Yates, je crois. J'ai un doute, je revérifierai, mais il me semble que c'est ça, Brad Yates. Euh, je frissonne, c'est normal. Oui, c'est un relâchement de ton corps. Tu relâches là. Ton système nerveux là, il s'apaise. Donc c'est très bon signe. Bravo. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur des... Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui proposent des Mhm. séances EFT, mais c'est vrai que c'est pas pareil quand on se fait accompagner pour justement aller travailler sur une histoire qu'on se raconte, un trauma, des émotions inconfortables du moment. Mhm. Donc, Alors justement, Sophie, Caroline, oui, comment, excuse-moi. comment on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes comme service autour de tout ça? Alors, moi, j'ai créé. Alors, excuse-moi, juste, il y a Sophie qui dit, je l'ai fait plusieurs fois avec une sophrologue et cela m'a fait énormément de bien, plus résultats concrets sur le sommeil. Super. Et Fred dit, connaissez-vous Samuel Coulon sur YouTube? Eh bien non, je ne connais pas Samuel Coulon, j'irai voir. Bon, bah super, merci Fred. Oui, alors pour répondre à ta question, j'ai créé un accompagnement sur la durée parce que en fait, moi, j'accompagne les guerrières qui souhaitent devenir beaucoup plus fortes que leur maladie et qui souhaitent profiter de justement de cette épreuve de vie qui est la maladie pour euh, être alignées à qui elles sont, pour se reconnecter à qui elles sont vraiment. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a un problème d'alignement quand on est malade et quand on se reconnecte à ses besoins fondamentaux, ses besoins du moment, à son émotionnel, à son mental, vraiment à toutes ces parts de soi, eh bien, on ne peut voir que des améliorations. Et moi, j'accompagne donc ces femmes-là qui sont vraiment en demande de devenir, voilà, d'apprendre à être beaucoup plus forte que cette maladie. Donc, j'ai un accompagnement qui se déroule sur 4 mois. Pour s'engager avec moi, en fait, je propose des séances découvertes qui durent 50 minutes et qui sont gratuites. Et ça va me permettre de savoir là où on est la personne, là où elle souhaite aller, et puis si on a vraiment envie de travailler ensemble, parce que euh, moi aussi, je dois avoir cette envie de travailler avec l'autre, c'est important. Il y a des liens qui se créent pendant notre accompagnement, c'est très fort. Cet accompagnement, il dure, que je l'ai dit, 4 mois. Il y a 5 séances d'1h30 et il y a tout un process où je mets un drive à disposition, où leur mets des documents personnalisés en fonction de leurs besoins. Donc, ça peut être des documents PDF, vidéo, audio. C'est vraiment... Ah, Manon est là. Oui, c'est toi, Manon, je ne t'ai pas vu.
Je ne savais pas que c'était toi, mais accompagnement testé et approuvé, Manon. Et oui, très belle personne, Manon, qui a fait Ah, des superbe. un chemin incroyable. Donc ça, c'est le drive. Et puis, on est toujours en contact parce que ce que j'ai remarqué quand on va en cabinet en naturopathie, on n'a pas un suivi comme ça fort avec le naturopathe. Et il y a toujours des personnes que j'accompagne, on est toujours en lien par mail. Elles ont tous, si elles ont besoin si elles ont des interrogations, voilà, des demandes, je suis toujours là. Et donc, mes séances, moi, je m'adapte aux besoins de l'autre. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas un programme précis. Si je vais utiliser plein de techniques, plein de choses, mais je m'adapte à l'autre, aux besoins d'autres. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est tous différents, donc on n'a pas le même chemin à emprunter. Donc, les techniques peuvent être aussi différentes. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'accompagne. Et là, je vais mettre aussi à disposition aux personnes que j'ai accompagnées des séances à la carte pour tout ce qui est séance EFT. Mm. Peut-être que j'ouvrirai les séances EFT à même des personnes que je n'ai pas accompagnées. Je vais voir. Et oui, je fais cet accompagnement à distance, par visio, en fait, via Zoom. Donc, par exemple, Manon, je crois que tu habites je sais plus, attends, Moselle? Je sais plus. Mais voilà, j'accompagne vraiment des personnes, Alsace, voilà, c'est ça. J'accompagne vraiment des personnes un peu partout en France, même à l'étranger, des personnes qui habitent au Maroc, même Dubaï. Enfin, vraiment, c'est ouvert. Voilà. Donc, pour avoir une séance Superbe. découverte avec moi, vous allez juste sur mon site et puis vous demandez une séance découverte et voilà, Mhm. c'est parti. C'est génial. Ensuite, Merci beaucoup, Caroline. Et je disais justement à Caroline la première fois qu'on a été mis en contact, je sais plus comment on s'est trouvé sur les c'est toi qui m'as réseaux. trouvé. C'est moi qui t'ai trouvé. Ah mais oui, bien sûr, mais je suis bête. On avait une amie en commun, ouais, ton amie d'enfance qui m'avait parlé de toi. Et puis après, bon. Et en fait, je lui disais, t'es vraiment une perle rare parce que je passe beaucoup de temps à chercher des gens qui ont ce profil-là, qui ont cette éducation, qui ont cette approche, qui ont ce profil que moi j'ai pu acquérir aux États-Unis où il y a une beaucoup plus grande communauté et il y a quand même pas mal d'années d'avance sur tout ça. Et en France, c'est extrêmement rare. Hmm. Vraiment, c'est à compter, même pas sur les doigts d'une main, des personnes comme Caroline qui font ce genre de suivi et qui ont cette approche vraiment 360 et cette réelle compréhension de ce qu'est le corps humain face à la maladie auto-immune, une vraie compréhension du système immunitaire, de la santé intestinale, de la santé émotionnelle, qui sont les trois grosses composantes. Et en plus, le bonus, c'est que tu es vraiment très axé sur tout ce qui est gestion du stress, santé émotionnelle avec l'EFT, ça c'est un plus énorme. Et donc c'était un vrai bonheur de trouver quelqu'un qui avait vraiment ce parcours similaire et cette approche similaire à la mienne, donc en France. Voilà. Moi, je travaille majoritairement aux États-Unis. Pareil, je vois des gens partout dans le monde, mais notamment en France, en Espagne, enfin partout en Europe et partout aux États-Unis. C'est vrai que moi, mon domaine de prédilection, c'est plus tout ce qui est santé intestinale, avec des tests fonctionnels, des tests de microbiote et de sensibilité alimentaire. Donc, c'est une approche un tout petit peu complémentaire à la tienne, Caroline, mais en soi, c'est vrai qu'on a un parcours très, très similaire. Et d'avoir quelqu'un comme toi en France, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et j'espère qu'avec Bien-être auto-immune, on découvrira plus en plus de personnes comme toi et qui peuvent vraiment apporter une vraie richesse et beaucoup de valeur à cette communauté qui en a besoin. Hmm. Donc voilà, je vous invite à vraiment soutenir Bien-être auto-immune. C'est un projet qui est bénévole. Enfin, c'est mon projet, mais on est quelques-uns à bosser dessus. Et on souhaite vraiment pouvoir vous apporter toute cette éducation et toutes les ressources et les outils possibles pour vous aider à retrouver la santé le mieux que possible. Donc voilà. Merci à toi, Laurent, pour ce beau projet, cette réalisation. C'est beaucoup de temps, d'énergie. Donc, merci. Merci énormément Avec pour grand tout ce que plaisir. tu Et fais. merci parce que là, on a fait un live. J'ai jamais fait un webinaire aussi long. Oui, là, Donc, on a dépassé. ouais, mais merci d'avoir donné ton temps parce que vraiment, c'est Et merci superbe. surtout aux participants d'être restés jusqu'au bout. Ouais, C'est pas forcément évident. bah, Donc, merci à vous. c'est que tu avais Merci plein de d'être choses là. intéressantes à dire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont restés.
Et ah Voilà. oui, question de Fred, Laurent, Ouais, que ouais. es-tu Georges Mouton? Oui, 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 Georges Mouton, oui. Non, pardon. Je confonds avec Georges Chevalier. Ça me dit quelque chose, Georges Mouton. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un médecin Alors, fonctionnel? Est-ce que Fred est parti ou il est encore là? non, non, elle est là, elle te dit oui, 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 c'est un médecin fonctionnel. Alors oui, du coup, je le Euh, connais, mais je sais plus pourquoi ou comment. Est-ce qu'il a des vidéos YouTube? Et j'avais regardé quelques-unes de ses vidéos. oui, elle te dit oui. Un médecin Ouais, fonctionnel, très bien, oui. ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Euh, Ah oui, ok. Il a fait un podcast super intéressant avec un podcasteur qui fait un podcast qui s'appelle 120. Ah, comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, elle te dit oui. Oui. Oui, c'est ça. Eh ben, écoute, j'ai mon podcast qui sort avec lui. Comment ça s'appelle déjà le podcast 120? Oh là là, j'ai un trou. Euh, Génération 120 ans. Voilà. Et en fait, c'est un jeune homme, d'ailleurs, qui interviewe des personnes de la médecine fonctionnelle en France. Il interviewe vraiment des profils super intéressants. Et j'ai trouvé, via ce docteur Mouton, j'ai trouvé le podcasteur et je lui ai demandé s'il pouvait m'interviewer. Ouais, c'est Je me ça. suis un peu insérée. Mm. Et donc, j'ai mon interview qui sort, enfin, c'est pas une interview, on va parler de beaucoup de choses aussi, qui va sortir le mois prochain sur son Génial. podcast. Super, Ouais, c'est très intéressant. Ouais. ouais, ouais, ouais. Je me rappelle, ouais, ouais, le podcast de Georges Mouton était très, très intéressant. Mm. Ouais. Bah, merci beaucoup. Ouais, Bah, merci super, beaucoup merci à beaucoup. toutes, hein. Bon, C'était bah, on se dit au c'était revoir. intense. C'était très enrichissant. Ah, bah, Ah, merci merci. Manon. Là, Manon, je dis les commentaires. Merci beaucoup. Heureusement qu'il existe des gens comme vous pour nous aider sur ce long chemin. Elodie, merci à vous, très enrichissant. Mais Cécile, merci à vous. Et à Sophie, c'était très intéressant. Merci. Ben, merci à vous toutes hein, d'avoir été là. C'était chouette de vous avoir, d'avoir votre présence parmi nous. Ouais, Donc, ben voilà, continuez, poursuivez à prendre soin de vous. C'est vraiment hyper important. La santé est tellement précieuse pour aller vers ces projets de cœur. Donc, allez-y. Oui, heureusement, quelle belle générosité de partager sans rien attendre en retour. Mille fois merci. Et voilà, avec grand, grand plaisir. Du merci coup, à on vous vous. embrasse. Hein. Voilà, on se dit au revoir. On a du mal à se dire au revoir. On se dit au revoir Merci. et puis bah, n'hésitez pas à revenir, hein. Il y a plein de replays de plein de webinaires, donc vous Mm. avez plein de choses à regarder encore. Voilà, merci beaucoup et merci Caroline. Merci Laurane, à très bientôt. Au Ciao. revoir. Au revoir.